Bonjour et bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une, mais de deux personnes. Je vous amène dans les coulisses de la magie, où la performance n'est pas qu'illusion. Un duo légendaire dont les spectacles ont captivé des milliers de spectateurs à travers le monde, mêlant élégance, mystère et habileté technique. Ce couple a repoussé les limites de l'impossible, redéfinissant ce que signifiait être un artiste de la scène. Je suis Michael et aujourd'hui je vous raconte l'histoire du couple Herman. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Alexander Herman est né le 11 février 1844 à Paris. Il est le fils d'Anna Sarah Meyer Herman, qui était d'origine bretonne, et de Samuel Herman, un juif allemand. Son papa, médecin à plein temps et magicien à temps partiel, il y aurait même une légende sur lui qui voudrait qu'il se représentait souvent pour le sultan en Turquie en échange de très grosses sommes d'argent, et que même Napoléon lui aurait offert une montre en or pour ses performances. Alexander est le plus jeune des 16 enfants de Samuel et d'Anna. Mais dans cette famille, la magie n'est pas qu'une passion, c'est une véritable vocation. La famille Herman est originaire d'Allemagne et de ses 16 enfants, seuls 3 sont nés en France. L'aîné, Karl Herman, servait d'assistant à son père dans sa jeunesse lors de ses spectacles. Si Karl voulait faire de la magie son métier principal, son père y était opposé. Il voulait qu'il soit médecin tout comme lui. Mais têtu, Karl prend la voie de la magie et il est parti faire le tour de l'Europe en 1848. Alexander avait 4 ans quand son grand frère partit faire le tour de l'Europe avec son spectacle. Il revient en 1854 et il s'aperçoit que son petit frère était doué dans la magie et surtout fasciné. Karl décida donc de le prendre avec lui pour sa prochaine tournée. Si Alexander était content de partir, les parents, eux, n'étaient pas du tout au courant du projet de Karl. Si vous préférez, Karl a kidnappé son petit frère pour qu'il devienne son assistant. Les deux frères Herman partent en direction de Saint-Pétersbourg en Russie pour faire leur première représentation. Alexander, en tant qu'assistant, était chargé d'organiser le matériel de son frère et servait aussi de complice pendant les spectacles. Leur tournée les amena dans des pays comme le Portugal, l'Italie et l'Allemagne, et Alexander était totalement émerveillé de voir tous ces pays. Alors qu'ils partent continuer leur tournée à Vienne, dans la capitale autrichienne, leur mère arrive pour récupérer le jeune prodige Alexander et le ramener à Paris. Mais un compromis fut trouvé et Alexander a le droit de rester avec son frère pour l'assister jusqu'à la fin de la tournée, qui se terminait justement à Vienne. Lors de cette fin de tournée, Alexander n'était plus un simple assistant. Son frère lui a appris un tas de choses. Il était capable de se tenir à l'horizontale sur une tige comme un drapeau. Il était capable d'être un médium aux yeux bandés. Mais là où il était le plus fort, c'était dans la manipulation des cartes. La tournée finie et comme promis, Karl renvoya son petit frère à Paris. Lui, il reste à Vienne. Alexander, âgé de 11 ans au moment de son retour, était heureux d'aller étudier et montra à son père ses talents de jeune magicien. Samuel, son père, fut surpris de voir son talent à son si jeune âge et demanda à son aîné Karl de continuer à lui apprendre la magie, mais avec un autre compromis. Il devait continuer ses études pour devenir médecin. Karl accepta. Alexander était fou de joie de retourner à Vienne pour continuer son apprentissage. Mais peu à peu, il déserta l'école et les professeurs pour se consacrer uniquement à la scène. Leur deuxième tournée dure 6 ans. Ils partent en représentation, mais cette fois dans le monde entier.
les deux frères se retrouvent à faire des représentations au Brésil, en Uruguay, en Argentine. Et au fur et à mesure que les talents d'Alexander s'améliorent, il devient un élément beaucoup plus important du spectacle de son frère Karl. En janvier 1860, c'est un véritable triomphe sur leur date à Cuba dans la Havane. Par la suite, ils partent en direction de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, et c'est là que les deux frères donnent leurs 24 premières représentations aux États-Unis, au Saint-Charles Théâtre. La seule chose qui arrêta leur tournée fut le déclenchement de la guerre civile américaine. Alexander avait 17 ans. Le public remarqua son adresse et il rivalisa bientôt avec celle de son célèbre frère. Les deux magiciens commencent alors à rentrer dans une petite guerre d'ego. Mais c'est la guerre de sécession qui les obligea à partir en direction du nord des États-Unis, assez loin de la guerre civile. Ils donnent des représentations à l'Academy of Music de Brooklyn, à New York. L'Academy of Music était connue comme centre de spectacle progressiste et avant-gardiste. Il présentait généralement des opéras, même lorsque les deux frères Hermann arrivèrent, la musique passa au second plan par rapport à la magie des frères. Karl, l'aîné, présente son frère comme un successeur. Alexander était devenu maître dans le lancer de cartes et il exécutait le tour de la mise en échelle de cartes. Ce tour, vous le connaissez peut-être pas son nom, mais vous le connaissez forcément. Ce tour consiste à réaliser des illusions avec des cartes, souvent en faisant apparaître ou disparaître des cartes de manière impressionnante, ou en manipulant les cartes de sorte qu'elles semblent se multiplier ou changer de taille de manière inattendue. Alexander est devenu tellement habile qu'il pouvait lancer une carte sur les genoux de chaque spectateur levant la main, avec une précision impressionnante. Il a perfectionné cette technique qui est encore aujourd'hui est largement imitée. Les deux frères font salle comble durant 5 semaines d'affilée. Mais la guerre devenue beaucoup plus dangereuse, les deux frères décident de quitter les États-Unis et y retournent en Amérique centrale et du Sud. En 1862, le duo se sépare et Alexander fait ses spectacles dans les capitales européennes jusqu'en 1871. Il a à ce moment-là 27 ans et il se produit à Londres dans l'Egyptian Hall où il présente son nouveau show intitulé Les 1001 nuits. L'Egyptian Hall était très populaire à cette époque. L'Égypte et son histoire sont très en vogue et passionnent, mais ce bâtiment sera détruit en 1905 et il a été remplacé par des bureaux. Alexander était de taille moyenne avec une carrure athlétique, il avait un visage distinctif orné d'une barbe noire bien entretenue et d'une moustache ajoutant à son allure mystérieuse et théâtrale. Ses yeux vifs et pénétrants étaient souvent soulignés par des expressions dramatiques qui captivaient le public. Il possédait un charisme naturel et une présence scénique magnétique qui attirait immédiatement l'attention des spectateurs. En dehors de la scène, il était généreux, aimable et doté d'un grand sens de l'humour. Il utilisait beaucoup cet humour sur scène, ce qui le rendait très différent des autres magiciens qui étaient eux plutôt de la vieille école. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Londres avec un ami, Alexander Hermann rassembla une foule. Il s'approcha de deux messieurs et il prit maladroitement un mouchoir à l'un d'eux pour attirer l'attention de deux policiers qui se trouvaient derrière lui. Alors que les deux policiers s'approchaient de lui, Hermann vola adroitement la montre du deuxième monsieur. Lorsque cet homme s'aperçut que sa montre avait disparu, il se plaignit aux policiers, affirmant qu'Alexander lui avait volé sa montre. Alexander clama son innocence et demanda aux policiers de le fouiller. Les policiers ne trouvèrent rien sur lui. Hermann, sûr de lui, demanda alors aux policiers de se fouiller eux-mêmes. Et patatras, l'un des policiers avait le mouchoir et l'autre la montre. Ensuite, un des deux policiers remarqua que son badge avait disparu. Il fut finalement trouvé sur l'un des deux messieurs. Hermann sourit et dit « Il semble que je sois la seule personne honnête ici. » La police, n'ayant pas apprécié cette ridiculisation, emmena Alexander au commissariat. Mais cependant, une fois qu'il fut reconnu, il fut relâché et put reprendre ses activités. Généralement, Alexander n'avait pas de mal à se faire des amis. Il était très sociable et surtout, il plaisait beaucoup aux femmes.
Après son triomphe à l'Egyptian Hall, qui a duré tout de même 3 ans, Alexander Herrmann repart en tournée européenne puis aux États-Unis en 1874. Alors qu'il est sur un bateau en direction des États-Unis, il recroise une jeune fille de Londres qu'il avait aperçue une fois après l'un de ses spectacles. Cette fille s'appelle Adélaïde Scarsese. Adélaïde Céline Scarsese est née le 11 août 1853 à Londres. Ses parents étaient d'origine belge. Jeune, Adélaïde s'est formée aux acrobaties aériennes et à la danse. Elle a également appris à monter le vélocipède, une bicyclette du 19e siècle, et a voyagé en tant que cavalière de spectacle avec la troupe de vélocipède du professeur Brown. Adélaïde était une femme élégante et gracieuse, connue pour son allure charmante et sa présence scénique captivante. Elle avait des traits fins, souvent accentués par des tenues de scène élaborées et sophistiquées qui mettaient en valeur son physique svelte. Ses costumes étaient souvent flamboyants et adaptés aux performances de magie et d'acrobatie, ajoutant une dimension visuelle spectaculaire à ses apparitions sur scène. Elle était réputée pour sa détermination, son audace et son esprit aventurier. Elle possédait une grande passion pour les arts du spectacle, ce qui l'a conduite à exceller non seulement comme danseuse, mais aussi comme cycliste acrobatique. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre The Great Herrmann. Alors que les deux étaient en route à bord d'un navire en route pour New York à travers l'Atlantique, tous deux étaient sous contrat avec la compagnie de vaudeville transatlantique de Schumann. Adélaïde, avec sa troupe, prenait le bateau pour rejoindre son futur époux, un acteur américain. Alexander, lui, retournait aux États-Unis. Alexander était un grand farceur et le 1er avril, il joua un tour à sa nouvelle connaissance, mademoiselle Adélaïde. Il ne se présenta pas au déjeuner et les autres passagers s'inquiétèrent. Un steward surgit soudain et annonçant qu'Alexander avait glissé sur le pont et s'était cassé la jambe. Adélaïde, suivie des autres, courut immédiatement sur le pont et trouva Alexander confortablement allongé sur sa chaise longue, une lueur malicieuse dans les yeux. Adélaïde ne put cacher son inquiétude et comprit qu'elle avait trahi ses sentiments pour Alexander. Cela a semblé être la confirmation dont il avait besoin, et à partir de ce moment-là, il chercha continuellement Adélaïde. Leur romance naissante devint le sujet de conversation du navire. Et le 27 mars 1875, le couple se marie. Mais un mariage avec The Great Herrmann doit avoir une touche de magie et de comédie. Alors qu'il est sur le point de dire oui, il sort un mouchoir de sa poche et il le fait disparaître. Et patata, une colombe se met à voler. Il joua un tour au maire de New York. Lorsqu'il sort de sa barbe plusieurs cartes, les invités applaudissent et se marrent de tout ça. Mais parfois, ses blagues se retournent contre lui. Alors qu'il est au restaurant avec un célèbre journaliste de l'époque et que les entrées arrivent, Alexander aperçoit dans la salade du journaliste un gros diamant. Il le prend, mais se le fait chipper aussi vite par le journaliste. Le journaliste tend le diamant à la serveuse et il lui donne comme un petit cadeau. Mais Alexander a eu beaucoup de mal à récupérer son diamant auprès de la serveuse. C'est même le propriétaire du restaurant qui a dû faire pression sur elle pour que le magicien puisse récupérer son diamant. Il devient citoyen américain en juillet 1876 à Boston. Les spectacles de Herrmann fonctionnaient tellement bien qu'il a pu s'acheter un manoir à Wilsterstone, dans le Queens à New York. Et quand ses amis venaient lui rendre visite depuis l'Europe, il allait les chercher en yacht. Mais je sais que depuis le début, je vous dis qu'il était grand, et je sais aussi que depuis le début, vous voulez savoir quels étaient ces tours de magie. Asseyez-vous et prenez place, voici le grand et l'unique Great Herrmann. Il y avait le tour, le rêve du miséreux. Dans ce tour plutôt classique, Herrmann réussissait à faire tomber des tonnes et des tonnes de pièces de monnaie dans un seau. Ce tour est encore populaire parmi les magiciens d'aujourd'hui.
Il y avait aussi le tour anti-spiritualiste. Herman démystifiait également les phénomènes spiritualistes avec des tours comme l'anneau grimpant et le mouchoir spirituel, montrant comment des événements supposés surnaturels pouvaient être reproduits par des tours de passe-passe et des gadgets astucieux. Mais le tour phare de The Great Herman était l'attrape-balle. Herman présentait un revolver chargé avec une balle marquée par un membre du public pour assurer l'authenticité de la balle. Pour prouver que le revolver était réellement chargé, il pouvait même tirer une balle dans une cible ou dans un objet inoffensif. Herman se positionnait alors à une distance prédéterminée, souvent en face du tireur qui était soit un assistant, soit un volontaire du public. Le tireur pointait le revolver directement sur lui, et au moment du tir, Herman semblait attraper la balle dans ses mains ou dans ses dents. Parfois, une plaque de verre était placée devant lui, qui se brisait pour ajouter un effet plus dramatique. Herman montrait alors la balle marquée pour prouver qu'il avait effectivement attrapé celle qui avait été tirée. Ce tour n'était pas sans risque parce que certains magiciens ont fini morts à cause de celui-ci. En 1883, Alexander était très reconnu aux États-Unis. Il est reparti en tournée mondiale. Sa première étape, le Brésil. Ils partent, lui et son assistante qui est devenue sa femme, Adélaïde. Et l'empereur Dom Pedro II du Brésil assiste à 19 représentations à Rio de Janeiro. L'empereur est tellement fasciné par la magie d'Herman qu'il lui remet la croix du Brésil. Et le couple part terminer leur tournée en Amérique du Sud. Après l'Amérique du Sud, c'est l'Occident qui est visé et ils partent en direction de la Russie. Lors d'une de ses performances pour le tsar Alexandre III de Russie, Alexander Herman fut mis au défi de démontrer sa dextérité et sa force. Le tsar, voulant tester le courage et les compétences de Herman, prit un jeu de cartes et le déchira en deux avec sa poigne puissante. Il tendit ensuite les morceaux au magicien, curieux de voir comment il allait surmonter ce défi. Herman, toujours calme et imperturbable, accepta le défi sans hésiter. Il plaça les deux moitiés du jeu de cartes l'une sur l'autre, les aligna soigneusement, puis entreprit de les déchirer ensemble. Cette démonstration de force et de dextérité impressionna profondément le tsar. Pour marquer son admiration, Alexandre III offrit à Herman une montre ornée d'une chaîne en or lourdement torsadée. Ce geste symbolisait non seulement la reconnaissance de la cour russe pour le talent du magicien, mais aussi le respect personnel du tsar pour les compétences et la bravoure d'Herman. Ils continuent leur tournée en France, dans son pays natal, au théâtre de l'Éden, à Paris. Ils continuent d'impressionner les spectateurs, notamment les deux futurs rois, Édouard VII et la reine Alexandra d'Angleterre, alias Alexandra du Danemark. Le 8 juillet 1887, alors qu'il est retourné aux États-Unis, il apprend la mort de son frère Karl. Malgré qu'ils étaient tous deux fâchés, il sait qu'il lui doit tout. Herman, en plus d'être un bourreau de travail, était surtout très généreux. Le 16 décembre 1896, alors qu'il se trouvait en Pennsylvanie pour offrir un spectacle à de jeunes écoliers, il prenait en charge les frais de transport ou l'hôtel lorsque l'école n'avait pas les moyens de les payer. C'était son dernier tour de magie, car le lendemain, le 17 décembre, The Great Herman est décédé d'une crise cardiaque. Sa dernière phrase était dédiée à sa femme. « Assurez-vous que tous les membres de la compagnie rentrent à New York. » Ses funérailles ont eu lieu à New York et des milliers de personnes y assistèrent et tentèrent sans succès d'approcher le cercueil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que quand un Herman disparaît, un autre apparaît comme par magie. Le neveu d'Alexander, Léon, qui était lui aussi un magicien et qui avait été formé par le même formateur, Karl, reprend le flambeau avec Adélaïde. Mais leur collaboration va durer que 3 ans, leurs caractères étaient totalement différents et ça va créer d'énormes tensions. Adélaïde se retrouve seule, mais elle continue ses spectacles de magie.
Elle gagne même un surnom, la reine de la magie, et elle est d'ailleurs la seule femme à pratiquer la magie à cette époque. Elle reprend les tours de son mari décédé, et son tour préféré était la mariée fantôme. Dans ce tour, elle racontait l'histoire d'une mariée qui vivait un drame, mêlant mariage et perte. Le numéro mettait en scène la mariée, vêtue de blanc, qui semblait léviter sur scène grâce à une illusion d'hypnose. Pour prouver qu'il n'y avait pas de fil invisible, Adélaïde passait un cerceau au-dessus de la silhouette flottante. Au moment culminant de l'acte, elle retirait le drap blanc, révélant que la mariée avait complètement disparu. Ce numéro était le favori d'Adélaïde, où elle était capable de mêler narration et magie. Mais celui que les spectateurs préféraient, celui qui lui a même donné le plus de succès, c'était le numéro de l'Arche de Noé. Elle faisait apparaître sur scène une variété d'animaux exotiques semblant sortir d'une réplique miniature de l'Arche de Noé. Cette performance impressionnante qui démontrait sa maîtrise de la magie et de l'illusion était un moment fort de ces spectacles. Elle continuait de se représenter jusqu'à ses 18 ans, mais un incendie va lui faire perdre tout son matériel. Triste mais pas abattue, elle repart pour un dernier tour. Un spectacle intitulé Magie, grâce et musique. Ce spectacle était basé sur toutes ses qualités, mais à son âge, il attire beaucoup moins de monde. Et le 19 février 1932, elle décède d'une pneumonie et elle est enterrée à côté de son mari. Les voilà réunis une nouvelle fois. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode du couple Herrmann. Même si j'ai passé plus de temps à parler d'Alexander Herrmann, forcément il y a beaucoup plus d'informations sur lui que sur elle. En tout cas, j'ai trouvé cet épisode magique. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait connaître un nouveau personnage que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, sur celle que vous écoutez, à laisser un commentaire pour soutenir. C'était Michael et je vous dis ciao!